Donc, bienvenue à notre dernier cours théorique officiel de développement de systèmes. Pour aujourd'hui, on va regarder un dernier diagramme qui est le diagramme d'activité. Donc, le diagramme d'activité, en gros, c'est un peu un amalgame, un cafouillis des autres diagrammes qu'on avait vus auparavant pour essayer de représenter des systèmes plus complexes d'une manière plus flexible. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on va regarder aujourd'hui, beaucoup de notations, beaucoup de sigles, qui sont des choses qu'on a déjà vues, qui sont rapatriées de d'autres diagrammes, puis qui sont utilisés d'une manière un peu plus lousse par rapport aux requis, pour être capable, encore une fois, de représenter des processus complets. Donc, on va voir que le diagramme d'activité, c'est comme la patente que tu utilises quand le diagramme de machine à état, il est comme trop restrictif, puis le diagramme de séquence ne semble pas tout montrer ensemble. Tu comme les merge ensemble, puis ça te donne un diagramme d'activité. Fait que on va passer au travers de ça aujourd'hui. Donc, on a un paquet d'éléments à voir. Comme d'habitude, on va regarder aujourd'hui la notation, la théorie derrière, qu'est-ce que ça implique chacune des affaires. Puis à partir de là, lundi, on va pouvoir faire des exercices ensemble là-dessus. Donc des exercices théoriques comme on a fait pour les derniers diagrammes. Puis à partir de ça, on va avoir un petit devoir à faire pour clore la session. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'activités. C'est un diagramme d'activité. Il va y avoir des activités, il y a des actions, on va avoir des arêtes. On voit ici qu'il y a encore des nœuds. Il va y avoir encore des chemins, des nœuds de synchronisation et ainsi de suite. Donc, des choses qu'on revoit, des exceptions. Donc, c'est plein de concepts qui reviennent, mais qui sont utilisés d'une manière un petit peu différente. Fait que le principe fondamental du diagramme d'activité, c'est pour représenter une procédure, donc un processus. Donc, le but du diagramme d'activité, c'est pour décrire en long et en large une activité quelconque, que ça soit au niveau du système, donc au niveau de qu'est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, je vais être capable de voir, que à l'intérieur du système, que l'implémentation. Donc, c'est capable de représenter d'une manière comme procédurale, ça veut dire que ça avance d'étape en étape. Tout ce qui peut se passer, autant au niveau d'interaction, que moi je suis en train d'interagir avec le système, qu'au niveau d'implémentation. Fait qu'on va voir que c'est capable de modéliser autant des systèmes qui sont orientés en objet que des systèmes qui sont non orientés en objet. Donc, c'est capable de comme faire la transition entre le monde réel puis le domaine applicatif. Donc, la partie où c'est que j'écris du code puis la partie où c'est que j'interagis avec le système, si je veux avoir un diagramme qui est capable de représenter ces deux états-là en même temps, c'est le diagramme d'activité qui va pouvoir être utilisé. OK. Fait que la prémisse, c'est, on va avoir quelque chose qui ressemble un peu à un, dans son ensemble, ça ressemble un peu à un diagramme d'état, mais avec plus de flexibilité. Donc le principe, c'est qu'on a des activités, donc des éléments qui vont faire quelque chose dans notre système, que ce soit quelque chose d'interactif, que ce soit quelque chose qui se passe dans nos différents objets. Donc le principe de l'activité, c'est qu'il y a de l'exécution qui se passe à l'intérieur. Puis, on va avoir ce qu'on appelle des nœuds, puis des arêtes qui vont être capables de relier les différents nœuds. Donc, quand on parle de nœuds puis d'arêtes dans le lingot informatique, là, on parle d'un graphe. Puis, quand on parle d'arêtes qui ont des flèches dans une direction précise, on parle d'un graphe orienté. Donc, le principe, c'est qu'on va pouvoir, un peu comme le diagramme d'état, être à un endroit, être en train d'exécuter ça, puis là, après ça, je passe à un autre nœud, dans ce cas-ci, j'exécute qu'est-ce qui se passe dans l'autre nœud, puis là, je suis l'arête, je m'en vais dans l'autre nœud, je suis l'arête, je suis dans le... Puis je m'en vais dans l'autre nœud, j'exécute cet autre nœud-là. Donc, ce principe-là de j'avance dans mes différentes étapes, ici, dans ce cas-là, c'est des nœuds, reste le même, puis pour les transitions qu'on avait, c'est maintenant des arêtes qui sont des flèches qui pointent vers quelque part.
Donc, ça va représenter le flux de mon interaction, le flux de mon processus. L'activité elle-même peut avoir des informations additionnelles. Donc, ici, comme j'ai dit, le diagramme d'activité est autant capable de représenter des éléments du système général interactif que des éléments de l'implémentation, des données à l'intérieur. Donc, on peut avoir dans notre activité des paramètres d'entrée, donc d'une manière qu'on peut recevoir de l'information, puis on peut avoir des paramètres de sortie qui vont être de l'information qui va rester le résultat de l'exécution de mon activité. Donc, ça, c'est comme l'élément de base qui est capable de représenter, qui est capable d'être représenté dans le diagramme d'activité. Si on avance juste un peu, juste pour voir de quoi ça a l'air un élément complet, ok, ça pourrait être quelque chose comme ça ici. Là. Fait qu'on peut voir ici qu'on a des petites boîtes avec des ronds, pas des boîtes, des rectangles, avec des coins arrondis qui représentent les différents blocs fondamentaux de notre diagramme d'activité. Hein? Mais on peut voir ici que ça ressemble pas mal à ce qu'on avait vu dans les diagrammes de machine à état. On va voir comment ça se sépare un petit peu plus tard. Une fois qu'on a ça, à l'intérieur des activités, les différents nœuds qu'on peut avoir, ça va être des actions. Okay? Donc, à leur élément de base, on va parler d'une action. Donc, une action, c'est quelque chose qui ne peut pas être découpé. Donc, la nomenclature nous demande d'utiliser le mot atomique. Quand il y a quelque chose d'atomique, c'est qu'il ne peut pas être annulé et qu'il ne peut pas être sous-divisé en plus petites parties. Fait que quand on est en train de faire notre diagramme d'activité, on a une activité, à l'intérieur, il y a différentes actions qui sont des nœuds qui vont être reliés par des différentes arêtes. Donc, l'élément fondamental, l'élément de base, l'élément le plus petit de notre diagramme d'activité, c'est l'action. C'est ça qui va être relié avec différentes arêtes. Donc, on a l'action, qui est encore une fois le rectangle avec des coins ronds, okay, qui représente quelque chose qui va être exécuté. Puis, dans l'action, en passant, puisque notre diagramme d'activité est capable de représenter autant le système que l'implémentation, ce que j'écris dans l'activité ou dans l'action dépend vraiment de qu'est-ce que je veux représenter. Si je suis en train de représenter une action que moi je vais prendre comme acteur du système, je vais écrire un verbe qui explique qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais si je suis en train de représenter quelque chose de l'implémentation, je peux utiliser du pseudocode ou même du code direct, tu sais, comme un I++, ça se met dans une action, c'est pas un problème. Autant que d'insérer ma carte de débit dans le système, ça peut être une action. Donc, c'est capable de représenter une panoplie de choses sans trop se badrer qu'est-ce que c'est, à quel niveau on est en ce moment. Fait que pour relier les différentes actions, on va avoir des arêtes. Donc ici, les liens qu'on a, les transitions qu'on a entre nos différents nœuds, ça va être ce qu'on appelle des arêtes. Donc, le but des arêtes, ça va être pour représenter le contrôle du flux. Donc, le principe, c'est qu'on avance dans nos différents nœuds. On est capable de faire l'exécution d'un nœud. Après ça, on s'en va dans l'arête, on s'en va au prochain nœud, puis on continue à exécuter, puis on avance dans notre diagramme. Puis, on va voir que, contrairement aux autres diagrammes qu'on a vus, le diagramme d'activité va avoir une prémisse, okay? Donc c'est implicite que les choses vont être parallèles, que les choses peuvent se faire en même temps. On va voir comment ça se réalise un petit peu plus tard, mais c'est pour ça qu'on parle que ça définit le contrôle du flux, c'est là qu'on va voir qui c'est qui est capable de faire quoi après telle affaire. Donc c'est juste les arêtes, c'est pour expliquer qu'est-ce que j'ai le droit de faire une fois que j'ai fini telle autre action. Quand on représente cette information-là, ok, donc ça me permet de savoir, bon, si je regarde, mettons, le diagramme à droite, je peux voir que à partir de après que j'avais fait l'action 1, ça se peut que j'aille à l'action 2 ou à l'action 3, puis pour aller à l'action 4, il faut que j'aille passer par l'action 3. Tu sais, ça c'est la place où c'est que je peux passer. Je peux pas passer de l'action 2 à l'action 4 directement, il n'y a pas de flèche entre les deux.
Fait que le contrôle de flux est une partie évidente de ça, mais il y a une autre utilisation des arêtes qui va être pour le flux de données, le flux d'objets qu'on appelle. Donc, on va voir que non seulement on est capable de juste représenter la suite des actions possibles, qu'on appelle le contrôle de flux, mais il va avoir la possibilité aussi de dire, ben, quand j'ai fini l'action 3 me donne des données, puis ces données-là, il faut que je les passe à une autre action par la suite pour qu'elle puisse traiter d'une bonne manière ces données-là. Donc, il va y avoir le flux d'objets qu'on va regarder qui a sa propre syntaxe. Si on regarde dans le petit diagramme, on peut le voir rapidement. Là. En gros, avec la flèche, il va y avoir des petits carrés, des demi-rectangles pour être capable d'indiquer qu'entre les actions, c'est non seulement juste le contrôle qui se donne, mais il va y avoir aussi une passation d'informations qui va être donnée. Fait que on est quand même à l'aise avec ce genre de syntaxe-là, ça ressemble beaucoup au diagramme d'état. Puis on continue notre similitude avec des conditions de garde. Donc les conditions de garde me permettent d'avoir des crochets carrés sur notre arête qui nous dit que j'ai pas le droit de traverser cette arête-là, sauf si je réponds à la condition de garde. Donc on est habitué avec ça, ça devrait pas être trop un problème. Ensuite, un des nouveaux concepts, donc la nouvelle chose qui se passe avec les diagrammes d'activité, c'est le mécanisme de jetons. Donc, je viens de vous dire que le diagramme d'activité, qu'est-ce qui est fondamentalement différent, c'est que par défaut, il est considéré comme étant parallèle, donc il est considéré comme étant asynchrone. Ça veut dire qu'il est capable d'être en train d'exécuter plusieurs actions en même temps. Pour être capable de représenter cette possibilité d'avoir plusieurs actions en même temps, on utilise un système de jetons, token en anglais. Donc, le système de jetons va me permettre de concrétiser qu'est-ce que nous, on avait développé dans les diagrammes de machine à état. Donc, quand on faisait les diagrammes de machine à état, si on se souvient, on se disait que, on a juste un état actif à la fois. Donc on disait ça c'est notre état actif, voici qu'est-ce qui peut se passer quand je suis dans mon état actif et ainsi de suite. Puis après ça quand je transitionne, je passais à un autre état actif, puis on pouvait recommencer notre processus à partir de là. Donc le principe de l'état actif, ben, dans le diagramme d'activité, c'est représenté par l'utilisation d'un jeton. Donc le principe du jeton c'est de dire voici tu as le droit d'être exécuté. Donc quand on commence, notre système va produire un jeton qui va pouvoir donner à la première action. Notre première action va pouvoir consommer ce jeton-là pour exécuter la tâche courante, l'action courante, puis va être capable de remettre un jeton sur ces différentes arêtes pour faire continuer l'exécution une fois que lui va avoir terminé. Donc le principe, c'est que le jeton, c'est comme dire que c'est l'action courante, c'est juste que ça se peut qu'on ait plusieurs actions courantes, donc on va avoir plusieurs jetons qui peuvent se promener dans notre système. Le jeton, une action peut recevoir ce jeton-là. Quand elle consomme le jeton, elle va pouvoir s'exécuter, donc elle s'active. Puis une fois qu'elle a fini de s'exécuter, elle va pouvoir remettre le jeton sur la prochaine arête dans la continuation du contrôle du flux, pour être capable de dire, ben voici, tu t'en vas, puis tu avances, puis tu vas pouvoir continuer avec cette action-là. Fait que si on regarde à droite, ce qu'on regarde ici, c'est, on voit l'arrivée du jeton à l'action 1. Donc les petits points qu'on voit à droite, là, puis on peut penser ça comme étant un élément temporel. Là. Ici, là, c'est la première arrivée à l'action 1, le jeton est consumé par l'action 1, il disparaîtrait de là. Ensuite, il est là pendant l'exécution parce qu'il est en train d'être consommé par l'action 1, puis une fois que j'ai fini, ben je le ressors, puis il va aller vers l'action 2 qui va pouvoir le consommer à son tour, l'utiliser, puis là on le voit pas, mais il pourrait continuer avec ça par la suite. Fait que le principe de jeton, on va voir un exemple plus complexe une fois qu'on va avoir vu les transitions de base, mais c'est vraiment la nouvelle chose qui existe pour le diagramme d'activité. On va regarder comment débuter puis terminer notre diagramme d'activité. Donc, c'est des nœuds
initial et final, hein, comme on avait dans notre diagramme d'état fini. Donc le nœud initial, même principe, on en a juste un à l'intérieur de notre système. Ici, par exemple, la mécanique du nœud initial est un peu différente. Ce qu'on dit, puisque maintenant on a des jetons hein, pour indiquer comment on démarre notre système, comment on exécute les actions dans notre système. Donc, le nœud initial, ce qu'il va être capable de faire, c'est qu'il va dire « je vais produire un jeton automatiquement au début de cette activité-là ». Donc, le but du nœud initial, c'est de donner des jetons sur les arêtes du nœud initial. Donc, une fois qu'on a cette partie-là de faite, on a le nœud final de l'activité. Donc, le nœud final de l'activité, même principe, dès que j'ai un jeton qui arrive là, hein, parce que maintenant, c'est les jetons qui nous indiquent où c'est que je suis rendu dans mon diagramme. Donc, une fois que j'arrive au nœud final de l'activité, ben, ça l'arrête complètement l'activité. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que puisque maintenant, c'est très parallèle, ok, ça se peut qu'il y ait d'autres jetons, ça se peut qu'il y ait d'autres exécutions, dès que j'arrive à un nœud final, j'arrête tout ce que je suis en train de faire. Donc, s'il y avait d'autres affaires qui étaient en train d'être exécutées, s'il y avait d'autres jetons qui étaient en train de se promener, tout arrête, ok, on n'a pas rien à faire autre que de terminer avec le nœud final. Puisque c'est pas nécessairement ça que tu veux, peut-être que tu veux juste que chacun des jetons arrive à la fin de sa propre ligne, on va voir quelques exemples tantôt de ça. On a une alternative, donc on a le nœud final de flux. Donc le principe de celui-ci, c'est comme c'est le même principe que le nœud final, ok, ça prend le jeton, puis ça le garde, puis ça arrête là. Mais le principe, c'est que ça ne va pas arrêter le diagramme au complet. Donc le nœud final de l'activité va être utilisé quand il faut faire un hard stop, puis le nœud final de flux va être utilisé quand c'est juste la continuation normale, ok, puis la fin de cette ligne-là d'exécution, mais ça se peut qu'il y ait d'autres lignes d'exécution qui se promènent en même temps. Prochain symbole, c'est les chemins alternatifs, un nœud de décision, hein, quelque chose qu'on a déjà vu. C'est le même principe qu'on avait. Donc, on a ici si on regarde l'exemple, on a l'action 1, ok, donc on pense tout le temps en jetons maintenant. Donc, l'action 1 qui pourrait consommer un jeton de quelque part, on ne le voit pas. Puis là, qui donnerait le jeton à notre nœud de décision. Puis là, il peut aller soit à gauche, soit à droite, à l'action 2 ou à l'action 3, dépendamment de la condition de garde. Donc, le nœud de décision est utilisé pour représenter différentes possibilités entre les deux par rapport à l'utilisation d'un jeton. On a l'inverse quand on utilise le diagramme d'activité qui va être le nœud de fusion. Donc, le nœud de fusion, ça va être capable de passer un seul jeton, mais de provenance différente. Donc, si on regarde notre premier petit losange, dans notre exemple, on peut voir que dans ce premier petit losange-là, il y a deux entrées, hein? Donc 2 provenances de jetons, puis on a une sortie de jetons pour le write exam. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que le jeton peut soit venir du attend lecture, hein, qui viendrait du nœud initial, ou sinon ça se peut que ça passe à travers notre système, que ça revienne, puis que ça repasse okay, pour notre write exam. Donc le jeton, lui, reviendrait autant de fois qu'on en a besoin. Hop là, on avance ici. Donc ça c'est un exemple typique de qu'est-ce qu'on pourrait voir. Pour on continue avec des choses qu'on a déjà vues. Donc on a le nœud de parallélisation. Donc le nœud de parallélisation va nous permettre de prendre un jeton initial, donc de notre register, puis il va être capable de le sous-diviser, puis d'avoir multiples jetons qui s'exécutent dans notre système en même temps. Donc ici, on a notre register, puis une fois qu'on a notre register, on va avoir 2 jetons, un qui va aller au Participate in Assignment, puis un qui va aller au Attend Lecture. Inversement, on a le nœud de synchronisation. Donc, le nœud de synchronisation va nous permettre de prendre plusieurs jetons, attendre que chacun de ces jetons-là arrive, puis de faire en sorte qu'il y a juste un jeton qui ressort de là. Donc, ici, on a l'exemple typique où c'est qu'on a
l'enregistrement qui se fait. À partir de là, le Participate in Assignment puis le Attend Lecture s'exécuteraient en même temps. Hein? Donc, les jetons peuvent... Il n'y a pas d'une seule action possible comme on avait dans le diagramme d'état. Donc, les deux peuvent s'exécuter en même temps. Quand chacun finit, ils vont arriver au nœud de synchronisation. Puis, à partir de là, quand les deux vont être arrivés, il va juste avoir un jeton qui va être utilisé pour le Write Exam par la suite. Fait que, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que dans le diagramme d'activité, la parallélisation puis la synchronisation est implicite. Ce que ça veut dire, ça ici, c'est qu'on a deux diagrammes. Là, hein? Donc, le premier diagramme utilise les nœuds de parallélisation puis les nœuds de synchronisation. Puis, en dessous, on a juste des arêtes qui partent directement des différents nœuds des actions derrière. Ben, ces deux-là, ils sont équivalents. Ça, ce que ça veut dire, c'est que par défaut, quand on a des arêtes qui sortent, des arêtes sortantes d'un nœud quelconque, chacune des arêtes va recevoir un jeton pour faire avancer l'exécution. Donc, de notre register, on n'a pas besoin du nœud de parallélisation, ça va automatiquement générer des jetons de chacun des bords pour faire avancer de manière parallèle par la suite. Inversement, dans notre Write Exam, celui du bas, on a deux flèches entrantes, ben ça veut dire que pour exécuter le Write Exam, il va falloir avoir des jetons sur chacun des arêtes entrantes. Fait qu'il va falloir avoir fini la participation à l'assignment, puis fini le Attend Lecture pour être capable de faire le Write Exam. On va regarder ici un autre petit exemple qui va nous permettre de mieux comprendre aussi les différents nœuds finaux. Donc, on a deux exemples ici qui se ressemblent. Donc, on commence, on register. Ensuite, on a le nœud de parallélisation. Là, on va avoir le Participate in Assignment qui dit est-ce que j'ai passé le devoir, oui ou non. Puis après ça, j'ai je suis les cours, je attends les lectures. Puis après ça, j'écris l'examen. Puis j'ai un autre arrêt de mon flux. Donc, le principe, c'est que je suis à mon register, je vais faire la parallélisation, je vais pouvoir exécuter le Participate in Assignment, je vais pouvoir exécuter le Attend Lecture, puis les deux vont pouvoir avancer de manière asynchrone, de manière parallèle. Celui d'en dessous, si je regarde, j'ai le register, je vais avoir le devoir, je vais avoir les cours, puis là ici, j'ai une synchronisation qui va indiquer est-ce que une fois que j'ai passé mon devoir, puis une fois que j'ai suivi les cours, seulement là, je peux faire mon examen. Fait qu'ici, ces deux-là sont pas équivalents. Pourquoi ils sont pas équivalents? Fait que la différence, c'est que le diagramme du haut utilise des nœuds finaux de flux, puis le diagramme du bas utilise un nœud final d'activité. Fait que si on se demande c'est quoi les différences possibles dans l'ordre des actions qui arrivent, on va avoir dans celui du haut, c'est possible de s'enregistrer, suivre les cours, puis une fois que j'ai suivi les cours, de passer l'examen immédiatement, puis après ça, j'arrête cette lignée-là d'exécution. Puis là, après ça, je pourrais participer au devoir, puis est-ce que je passe le devoir ou pas, ça va décider de est-ce que je finis ou pas. Dans le deuxième, celui d'en dessous, c'est différent parce que après mon register, une fois que j'ai suivi le cours, j'ai pas un accès direct à l'examen. Donc, il va falloir que j'attende d'avoir participé au devoir, que j'aille terminer le devoir, puis une fois que j'ai passé le devoir, là, je vais avoir un accès à l'examen. Donc, c'est deux semblables, mais qui ne font pas la même chose. Fait qu'il faut faire attention entre les deux, comment ils sont utilisés. Autre exemple qui va démontrer l'utilisation des jetons. Donc, le principe du jeton, on s'est dit que c'est quelque chose qui va être créé initialement. Donc, on commence, puis on a un jeton qui est créé par
notre nœud initial. Notre nœud initial va pouvoir émettre ce jeton-là, qui va être transféré avec l'arrête, puis qui va arriver à l'action 1. Fait que là, l'action 1 va consumer le jeton, puis il va pouvoir s'exécuter. Donc, quand j'ai un arrête, puis un jeton sur cette arrête-là, je suis capable de dire, OK, ben je prends ce jeton-là, je le mange, puis ça me permet d'exécuter mon action. Une fois que cette action 1-là est terminée, je vais pouvoir émettre un nouveau jeton. OK, j'ai un arrête sortante, donc j'ai un jeton qui est émis, puis qui va pouvoir continuer dans notre contrôle de flux. Fait qu'on arrive à un nœud de décision. OK, là, ici, on n'a pas les conditions de garde qui sortent, là, mais on pourrait imaginer que c'est celui du haut qui est la bonne. Donc, le nœud de décision, ça me permet de passer un jeton sur deux possibilités. Hein, puisque la paralysation est implicite, si je ne veux pas avoir de paralysation, c'est à moi de mettre un nœud de décision pour dire qu'il faut que ça passe par un ou l'autre. Fait que là, l'élément du haut est activé, fait que ça veut dire que c'est l'action 2 qui va consommer ce jeton-là. L'action 3 ne sera pas exécutée. Puis, on a, après ça, le jeton qui passe à travers l'action 2, puis qui sort de là. On a donc, après ça, un nœud de fusion. Hein? Donc, le nœud de fusion va me permettre de prendre un jeton de n'importe quel bord, puis de le faire passer à notre action 4. Donc, que ça vienne de l'action 2 ou l'action 3, ça passe le jeton à notre action 4, qui va le consumer, s'exécute l'action 4. On continue notre passation de jetons. Donc, le jeton est produit sur l'arrête sortante de l'action 4. On a ici, là, un nœud de parallélisation. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on dédouble le jeton. Donc, à ce point-là, on arrive avec deux jetons qui vont être là en même temps. Les différents jetons sont passés à travers les actions communes. Donc, les deux vont s'exécuter en même temps. Là, chacune des actions vont être exécutées. Ça se peut que ça ne prenne pas le même temps, mais quand ils finissent, ils émettent le jeton. Puis, le nœud de synchronisation, hein, lui, il va attendre. Donc, il attend que les deux jetons soient là. Donc, il attend que l'action 5 et l'action 6 soient terminées avant de combiner ces jetons-là, puis en produire un nouveau qui va être disponible pour activer l'action 7. OK? Fait que l'action 7 mange le jeton, s'exécute, émet un nouveau jeton, puis là, on va aller voir qu'on fait la même chose, même si on n'a pas de nœud de paralysation, puis on n'a pas de nœud de synchronisation. Donc, l'action 8 va consumer le jeton, puis quand on a plusieurs arêtes qui sortent de notre action, il y a plusieurs jetons qui sont automatiquement émis. Donc ici, on va avoir un jeton sur chacune des arêtes, ce qui va faire en sorte que mon action 9, mon action 10, les deux vont être exécutés en même temps. Puis inversement, on n'a pas besoin de nœud de synchronisation non plus. À l'action 11, pour s'exécuter, il faut que ça aille un jeton sur chacune des arêtes entrantes. Donc, l'action 11 va attendre la fin de l'action 9 et de l'action 10 avant de pouvoir s'exécuter à son tour. Puis, on continue avec ça. On a le jeton sortant de l'action 11, prend une décision. Ici, on indique que c'est en bas, mais on ne voit pas les conditions de garde. On fait juste assumer que c'est la bonne chose. Puis, une fois qu'on a cette action 13 de faite, on arrive à notre nœud final qui consomme le jeton puis qui termine automatiquement l'activité. Fait qu'ici, le principe de jeton, encore une fois, c'est vraiment pour bien apprécier, bien représenter la possibilité d'avoir des actions parallèles dans le système. Parfait. Fait que ça fait le tour du... J'ai une question, Hugo. Oui. Entre action 4 et 7 et aussi entre action 8 et 11, avec cette démonstration-là, essentiellement, j'ai vu que ça faisait exactement la même chose. j'ai pas bien compris, en fait. C'est quoi qu'il y a de spécial à celui-là? Ben, en fait, il n'y a rien de spécial. Justement, les nœuds de parallélisation puis les nœuds de synchronisation sont implicites dans le diagramme d'activité. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les mettre.
c'est justement pour démontrer que ces deux parties de diagramme-là, c'est exactement la même chose. Donc, de mettre des nœuds de parallélisation puis des nœuds de synchronisation, c'est facultatif. J'ai pas besoin de les mettre pour bien représenter la parallélisation puis la synchronisation. C'est juste que là, justement, dans l'exemple, on le met en premier pour bien facilement comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on refait le même pattern, mais en démontrant qu'on n'a pas besoin de les mettre. Fait que dans les diagrammes d'activité, de mettre des nœuds de parallélisation et des nœuds de synchronisation, c'est vraiment purement pour te faire réaliser que c'est là, mais comme c'est implicite, tu n'as pas besoin de les mettre. Est-ce que ça répond à ta question pendant que tu es minuté? Oui, merci. Excellent. Alright. Fait qu'on va regarder le principe des nœuds d'objets. Donc, là, on a vu juste le principe de contrôle de flux. Hein, donc, le principe qu'on passe d'une action à une autre. Donc, on pourrait avoir facilement les différentes, juste avoir des noms d'actions sans rien avoir de spécial. À partir de là, on a les nœuds d'objets. Une fois que on veut passer des informations, ce qui va se passer, c'est que quand on veut passer de l'information en plus de juste le jeton de contrôle, il y a beaucoup de manières différentes de représenter la passation d'informations. Donc, pour le premier qu'on avait vu, OK, puis le plus direct, c'est le principe que sur l'action, donc on peut le voir complètement en bas dans notre dernier petit exemple, à notre action, on va avoir un petit crochet qui va dire que de cette action-là sort une information qui va se promener sur l'arête. Puis habituellement, on va indiquer que l'action qui va recevoir cette information-là a aussi une petite broche pour indiquer qu'il y a de l'information qui se passe sur cette arête-là en plus. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, à la place d'avoir plein de petites broches comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un nœud d'objet. Donc, le nœud d'objet, c'est un rectangle avec pas des coins carrés qui va se situer entre deux actions qui va représenter que durant ce chemin-là, il va y avoir cet objet-là qui va être représenté. Donc, on a l'exemple, le premier diagramme dans le milieu de la page. Okay, donc, on a l'action A avec notre action avec des coins ronds. On a entre les deux notre nœud d'objet qui va dire « Hey, voici l'objet, puis qu'est-ce qui se passe avec cet objet-là en ce moment? » Puis, on a l'action B par la suite qui va utiliser cet objet-là. Donc, ça nous permet de dire que quand je suis en train d'avancer, non seulement il y a des actions qui se passent, mais il y a aussi de la passation d'informations au niveau de l'implémentation. Excellent. Donc, ici, on a un exemple de ce qui se passe. On a ici juste un exemple de la même information encore une fois. Donc, le diagramme du haut et le diagramme du bas représentent les mêmes diagrammes. Donc, le premier, OK, on est dans notre activité, OK, où c'est qu'on reçoit un string, on ressort un integer. Donc, on a notre tâche du processus, OK, puis là, on dit que ce qui sort de cette action-là, c'est notre tâche qui est complétée. Puis après ça, on a une action de correction. Puis ce qui sort de là, c'est encore notre tâche, mais qui est corrigée. Puis après ça, on a la notation qui se donne.
Donc, on voit qu'entre les deux, on a les tâches. Si on regarde celui du bas, c'est le même principe. On a les trois mêmes actions. Hein? On a de faire la tâche, de corriger la tâche, d'annoter la tâche. Puis ce qu'on peut voir, c'est que à chacune de ces actions-là, on a les petites broches qui indiquent que qu'est-ce qui sort de là, c'est les tâches. On va voir que la notation du haut est plus souvent utilisée, okay, juste parce que ça nous permet de annoter, hein, si tu regardes entre les braquettes carrées des tâches, on dit que à ce point-là, la task est solved, puis plus tard, on dit que la task est corrected. Donc, ça me permet de mieux indiquer qu'est-ce qui se passe avec mon flux d'objets, avec mes informations, avec mes données. Puis, en plus de ça, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est plus clair que plein de petits crochets partout qui disent tout le temps la même chose. Excellent. Souvent, quand on a des données qui partent d'un point central, okay, on va avoir ce qu'on appelle un tampon central. Donc, le but du tampon central, c'est un emplacement qui permet d'envoyer de l'information, okay, autant de fois qu'on en a besoin. Donc, ici, on va regarder un exemple avec un principe de une salle qui a une série de clés pour ouvrir la salle. Fait que, mettons, j'ai une salle de conférence, puis moi, il faut que je gère cette salle de conférence-là. Cette salle de conférence-là est barrée par défaut. Puis moi, j'ai 3-4 clés qui vont me permettre de travailler avec. Pour être capable de faire ça, il faut que je sois capable de donner des clés à chaque fois que quelqu'un m'en demande, tant que j'en ai de disponibles. Donc, ce principe-là est représenté dans notre diagramme d'activité par le Key Cabinet. Donc, si on regarde en bas à gauche, j'ai un point central qui me permet de dire je suis capable d'émettre, okay, tant que j'en ai besoin des éléments. Fait que si je regarde comment ça va se passer, ce diagramme-là, je commence, j'ai mon nœud initial, ça va créer un jeton. Puis pour rentrer dans le Grant Access Authorization, j'ai besoin de consommer les jetons de tous les fronts entrants. Fait que j'ai besoin du jeton du nœud initial, puis je vais avoir aussi besoin du jeton du Key Cabinet. Fait que le Key Cabinet, tant qu'il y a des clés disponibles, lui va être capable d'émettre un jeton pour dire « Ok, ben voici la clé avec l'information de la clé qui vient avec. » Si j'ai plus de clés, ben le Key Cabinet ne sera pas capable d'émettre de jetons. Fait que ça va faire en sorte que je ne serai pas capable d'avoir une autorisation qui va me permettre de rentrer dans la salle et de continuer. Puis, si on regarde la suite des actions, ben une fois que j'ai fini de travailler avec la salle, je renvoie l'information à mon Key Cabinet, donc je redonne la clé, puis elle va devenir de nouveau disponible pour être capable d'être travaillée avec. Excellent. Donc, on a aussi la possibilité d'avoir des magasins de données, plus dans le sens d'un data store. Okay? Donc, nous, ce qu'on considère comme étant un data store, c'est plus comme genre une base de données. Donc, un point central de communication qui va nous permettre de dire, ben, c'est lui qui a toutes les informations à tout moment. Donc, on peut avoir cet exemple-là ici qui représente l'utilisation d'un data store, une base de données externe, puis qui va recevoir toutes les informations à chacune des étapes de notre processus, puis qui va pouvoir émettre l'information au moment opportun. Donc ici, on peut voir que je m'enregistre, puis à ce point-là, j'envoie, OK, ben voici l'étudiant qui s'est enregistré. Une fois que je fais ça, je fais l'examen, le pointage de l'examen est envoyé à ma base de données. Quand je complète mes devoirs, le pointage des devoirs est envoyé à la base de données. Puis là, une fois que j'ai tout ça, quand je vais pouvoir calculer la note finale, ben, je vais aller chercher les informations de la base de données pour savoir tous les pointages des différents éléments de mon étudiant. Puis c'est ça qui va me permettre de compléter mon processus. Donc, les rectangles carrés représentent en gros des flux d'objets, hein, donc des données qui sont utilisées à l'intérieur de mon système. Excellent. Fait que ça fait le tour des fondements. On va aller voir après ça dans les spécialités puis la minutie des choses.
Donc, premièrement, on a maintenant le principe de jeton, hein, qui nous dit que pour activer une action, j'ai besoin d'un jeton qui va être consommé pour mon affaire. Si j'ai plusieurs fronts entrants, j'ai besoin d'un jeton sur chacun pour les consommer une fois chacun pour être capable de partir mon activité, mon action. Ben, des fois, avec le système de jetons, on peut faire en sorte qu'on peut attendre plusieurs jetons sur la même arête avant d'être capable de activer notre action. Fait que pour cet élément-là, on a le poids ici qui est disponible. Fait que le principe, c'est qu'entre accolades, je peux mettre weight puis avoir une valeur. Puis ce que ça va faire, c'est que pour être capable d'activer l'action, il va falloir que j'aille ce nombre-là de jetons. OK? Donc, le principe, c'est qu'à chaque fois que je m'enregistre, ça génère un jeton dans ce cas-ci. Puis, il faut que j'en aille 30 avant de créer un nouveau groupe. Donc, le principe de jeton me permet de faire des choses qui sont un petit peu plus fancy par rapport à ça en prend combien, ou un nombre d'activités, ou un nombre d'éléments. Celui-ci, on a des connecteurs, donc les diagrammes d'activité, c'est habituellement pour représenter des processus complexes. Donc souvent, c'est un peu un cafouillis de plein d'actions puis de plein de flèches. Fait qu'on a des espèces de juste des trous qui permettent de passer au travers d'un bout à l'autre du diagramme sans avoir à faire la flèche d'un bout à l'autre. Fait qu'en gros, c'est un cercle avec une lettre. Quand il y a quelque chose qui rentre dedans, ben, ça sort du cercle avec une lettre de l'autre bord. On a des actions qui sont basées sur les différents événements. Donc, premièrement, on a la possibilité d'envoyer des signaux dans nos événements. Donc, si j'utilise comme le premier, là, le S, qui nous permet d'envoyer un élément, ben ça ici, ça va envoyer un signal à quelque chose. Habituellement, c'est pour être relié à un autre type de diagramme. Donc, on avait vu dans les diagrammes de séquence qu'on peut avoir des signaux qui viennent de quelque part d'autre, okay, qui ne viennent pas directement du diagramme lui-même. Ça pourrait être une source de ces signaux-là. Okay? Ou sinon, si c'est un indicatif que tu es supposé faire quelque chose, envoyer un courriel. Okay? Donc, on peut envoyer des signaux. On peut aussi accepter des événements. Donc, le symbole qui fit avec l'envoi de signal, là, fait que, comme le petit drapeau inversé, avec le E, ben lui, ça va être quelque chose qui va générer des jetons, okay, de manière dynamique dans le système. Ça veut dire que c'est pas nous qui contrôlons ça, c'est un élément extérieur, habituellement une interaction avec le système. Fait que ici, on a l'exemple où c'est que s'il y a quelqu'un qui fait sonner l'alarme de feu, okay, ben ça génère un jeton automatique qui va activer automatiquement l'évacuation. Même principe, quand on a le Write Exam, ça nous permet de faire le Learn Grade, mais une fois qu'on active cet événement-là, c'est ça qui va émettre le jeton pour aller inspecter notre examen. Donc, on a des générations de jetons par des événements externes avec des signaux comme l'élément dans le E. Finalement, on a aussi des événements temporels qui peuvent générer des jetons. Donc, le petit double triangle avec le T, c'est un élément qui va être soit périodique ou soit à un moment précis, okay, qui est indiqué où c'est que le T est. Fait qu'à la fin de l'étape, à la fin de la session, automatiquement, on a un jeton qui est émis puis qui va pouvoir être utilisé dans le système. Fait qu'on a des actions qui sont disponibles. Fait que quand je reçois le résultat, est-ce qu'on a le droit d'inspecter? Oui ou non? Puis là, ça me permet d'aller voir l'examen, puis après ça, d'avoir mon diplôme. On a la possibilité de... ici, attends une seconde, je ne vois pas non, ce n'est pas correct que tu vois toujours la page 18. Je vais arrêter, puis je vais repartir la présentation pour qu'on puisse voir. En fait, j'avais eu la même chose tout à l'heure. Il faut juste cliquer sur là où c'est indiqué présentateur. C'est le numéro de la page où il est. Oui, effectivement, parce que le principe, c'est que tu peux browser toi-même dans la diapo
Mais à partir de là, il faut que tu te remettes en mode je veux suivre la présentation. C'est ça. Moi, je vais revenir en arrière. Excellent. Est-ce que tu es maintenant à la page 27, prêt à écouter tout le reste, Kirilo? Excellent. Excellent. OK. Fait que on a la possibilité de avoir des activités, avoir une activité dans une autre activité. Donc, le principe d'une sous-activité, là, fait que le même principe d'un sous-machine à état. Donc, j'ai une activité ici dans l'exemple qui est le Organize Exam. Puis, quand j'ai le Issue Certificate, ben lui a sa propre liste d'actions, okay, puis de comportements à faire. Fait que pour dire que, hey, ça c'est un diagramme d'activité qui est quelque part d'autre, on utilise la petite fourche inversée en bas à droite dans notre action. Donc, quand on met le Issue Certificate, on a la petite broche à droite, puis ça nous dit, il est quelque part d'autre, va voir c'est quoi toute cette patente-là pour être capable de faire la séquence voulue. On a ensuite le principe de partition. Donc, le principe de partition, c'est quelque chose qui est complètement visuel. Okay? Ça ne change rien à l'exécution de notre diagramme d'activité. C'est juste pour mieux représenter c'est qui les responsables des différentes actions dans notre diagramme d'activité. Fait que c'est un peu comme des couloirs de natation, là, tu sais, là, quand tu nages puis tu te pratiques. Fait qu'ils appellent ça des swim lanes. Fait que le principe, c'est que tu as chacun des couloirs possibles, que tu lui donnes un nom. Puis à partir de là, les actions qui sont dans ce couloir-là prévaloient de qui c'est qui est dans la colonne. Donc, dans l'exemple ici, j'ai 3 actions. Fait que la première est l'étudiant qui va faire ça. Puis après ça, on a les employés. Premièrement, le professeur. Puis ensuite, la secrétaire qui va faire chacune des sous-actions à l'intérieur. Si on regarde un exemple un petit peu plus grand, ben on peut voir que on commence, c'est le professeur qui est dans la première colonne, fait que c'est lui qui a la charge de faire le create exam puis le correct exam, mais c'est l'assistant qui a besoin d'imprimer les instructions puis de publier les résultats, puis on voit que c'est l'étudiant qui a besoin de faire l'examen. Puis on peut voir ici que on ne change jamais la forme des couloirs, hein, donc c'est immuable d'avoir des espèces de grandes colonnes. Puis à partir de là, j'ai ensuite la suite des actions qui va se contorsionner pour faire en sorte que ça fitte avec ces différents couloirs-là. On a aussi la possibilité d'avoir des partitions multidimensionnelles. Okay? Fait que ça veut dire que tu as des couloirs verticaux puis des couloirs horizontaux pour représenter différentes associations ensemble de désignation. Fait que ici, j'ai un exemple où c'est que j'ai des professeurs, j'ai des secrétaires, mais de 2 universités différentes. Fait que les professeurs de TU Vienna, ben, eux autres, ils écrivent la lettre. La secrétaire de TU Vienna, elle s'en va porter la lettre. La secrétaire de GKU Linz reçoit la lettre. Puis le professeur de GKU Linz va lire la lettre. Donc, on peut avoir plusieurs dimensions, 2 maximum, là. À moins que 3 si tu veux comme faire des dessins sur des diagramas, mais on va se limiter à 2. Puis, quand ça devient trop compliqué, on peut aussi avoir une notation textuelle à la place. Okay? Donc, le principe, c'est que à la place d'avoir différents couloirs, je peux mettre entre parenthèses les désignations à l'intérieur de l'action même. Fait que ici à gauche et à droite, c'est la même représentation. Okay? C'est juste représenté avec la notation textuelle à la place de la notation graphique des partitions. Fait que ici, on a un exemple complet de à quoi ça pourrait ressembler un
diagramme d'activité. Fait qu'ici, on a le diagramme d'activité qui représente l'émission d'une carte étudiante. Okay? Fait qu'on peut voir ici que on a en haut la machine à état, hein, qui est supposée représenter qu'est-ce que c'est de faire émettre notre carte étudiante. Puis en dessous de ça, on a le diagramme d'activité, donc qui va mieux représenter qu'est-ce qui fait quoi dans notre activité. Fait qu'on peut voir l'étudiant demande une nouvelle carte étudiante. Ça s'en va à l'employé qui est capable de créer le ID. Une fois qu'on a ça, ben, l'étudiant, il faut qu'il remplisse sa petite carte, puis qu'il redonne sa petite carte à l'employé. L'employé regarde tout ce qui est correct, puis finalement, si tout est correct, on met un étampe sur l'identification de l'étudiant pour dire que, OK, c'est la bonne chose, puis on a la carte étudiante qui est disponible à partir de là. Là, ici, par exemple, on a juste le flux de contrôle. Ça veut dire qu'on a juste les actions, hein, par rapport à nos acteurs qui se passent. On peut regarder une version améliorée qui va regarder le même processus, mais qui va regarder en même temps la partie d'objet de la chose. Donc, on a ici le même principe. Notre étudiant demande la requête, lui va créer l'identification. À ce point-là, l'identification, cet objet-là, cette information-là, cette donnée-là, cette data-là est créée. Hein? Donc, on a cet élément-là. Il est blanc. Okay? Il n'est pas rempli à ce moment-là. Fait que ça s'en va à notre étudiant, lui, qu'il faut qu'il le fill out. Puis, à ce point-là, on a la version filled out qui est disponible. Puis, en même temps, lui le redonne, lui les check. Puis, quand il le check, lui va recevoir ce nouveau ID-là qui est filled out. Puis, va regarder. Puis, si tout est bon, lui va le stamper. Puis, on va avoir une nouvelle version du ID qui est stamped, qui va pouvoir être un carte étudiante valide. Donc, ici, on peut voir un processus complet qui implique autant les actions des acteurs, hein, les interactions des utilisateurs avec le système, que qu'est-ce qui se passe derrière dans l'implémentation, comment est-ce que les données se propagent, comment est-ce que les données se travaillent. Excellent. Donc, dernier point pour le diagramme, on a la gestion des exceptions. Donc, c'est possible qu'il y ait des exceptions. Ça veut dire des cas particuliers à travailler avec ça. Comment est-ce que c'est représenté? Donc, à partir d'une action, j'ai un petit éclair, là, okay, une petite flèche en zigzag, qui s'en va sur une représentation d'un événement E. Okay, donc, le E va représenter c'est quoi l'exception qui est générée. Donc ici, les exceptions, faut prendre ça un peu comme un try-catch. Okay? Donc le principe, c'est que l'exception va être attrapée, puis elle va être gérée. Donc on a l'exception qui arrive, puis on va avoir une action qui vient avec ça, mais ça ne va pas terminer le processus, ça ne va pas terminer l'exécution de qu'est-ce qui se passe. Donc, quand j'ai ce genre d'exception-là avec le exception handler, le principe, c'est que quand j'ai l'exception handler s'active, puis une fois qu'il a fini d'être activé, je vais revenir où j'étais, puis je vais continuer normalement mon exécution. Donc ici, l'action A va continuer normalement une fois que j'ai géré l'action. Pour bien comprendre ça, ici on a un exemple où je veux imprimer des examens. Plus quelque chose qui se fait maintenant, hein, on ne se voit plus, on n'imprime plus rien. Mais le principe, hein, on se souvient, il y a de longues lunes. Donc, j'essaye d'imprimer l'examen. Quand j'imprime l'examen, il peut avoir des exceptions. Mettons, il peut avoir une congestion du papier, un paper jam. Fait que quand j'ai une congestion de papier, ben, ça génère l'événement paper jam. Fait que là, je me retrouve à l'action resolve paper jam. Fait que là, j'ouvre l'imprimante, j'enlève les papiers, j'achète un peu. Puis, qu'est-ce que je fais? Ben, je reviens à print exam instructions. Donc, dans la gestion des exceptions, on n'arrête pas le processus, on fait juste faire une pause pour gérer la dite exception.
Même principe, quand j'essaie d'imprimer l'examen, ça se peut que l'imprimante soit vide de papier. Donc, on a le paper tray empty qui peut être généré. Puis à partir de là, ben là, il faut faire une sous-activité qui est le add paper, qui va prendre je vais m'en chercher le papier, je le mets dans l'imprimante, puis après ça, je reviens, puis je recommence mon print exam instructions. Donc, la gestion d'exception n'arrête pas le processus normal. On continue par la suite. Excellent. Donc, on a une version des exceptions qui est plus large. Okay? Donc, on peut avoir le principe de région d'activité qui peut être interrompue. Okay? Donc, dans laquelle il peut y avoir une exception. Donc, comment est-ce que ça marche? C'est qu'on a un petit pointillé, okay, qui entoure une section. Puis, il va y avoir un flèche en zigzag qui va sortir de là sur un événement quelconque. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Là, c'est plus dramatique. Okay? Donc, le principe, c'est que si je suis en train de faire B ou C, puis j'ai mon événement E qui s'active, mon exception E qui survient, je vais sortir de ma région, je vais aller faire le D, puis toute l'exécution qui était à l'intérieur de la région est immédiatement terminée. Les jetons d'exécution sont supprimés. Ça veut dire qu'on sort de là, puis on prend une nouvelle track. Okay? Donc, à partir de là, c'est le D qui commence à agir, puis c'est le D qui va continuer à faire l'exécution. Donc, pour les régions d'activité interruptible, ben, celui-là, il n'y a pas de retour en arrière, comme on avait pour le gestionnaire d'exception standard. Fait que ça, c'est nos deux méthodes pour gérer les différentes activités possibles. Fait qu'avec ça, fait qu'on a un petit exemple qui nous dit, bon, ok, on s'enregistre, puis on commence à faire le cours, puis à n'importe quel moment, si on se désinscrit du cours, ben, il faut arrêter tout ce qui était dans la région d'activité, ça n'a pas rapport, puis on fait juste la désinscription de l'étudiant à ce moment-là. Il n'y a pas de retour en arrière par rapport à cet événement-là, à cette exception-là. Excellent. Fait que ça fait pas mal le tour des diagrammes d'activité. Comme je vous avais dit, c'est un peu un amalgame de qu'est-ce qu'on avait déjà vu. Donc, la majorité des choses, c'est des choses qu'on est semi-habitué. Des actions qui sont comme les états, avec des transitions, mais là, ça s'appelle des arêtes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est le principe que c'est fondamentalement parallèle, okay, avec l'utilisation des différents jetons. Puis, on a la possibilité d'avoir juste le contrôle de flux, donc la suite des actions, mais qui peuvent être agencées d'objets, okay? Donc qui peuvent avoir des informations qui se transigent à l'intérieur des éléments. Puis autrement, ça reste un système très flexible pour représenter des processus complets. Fait qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a les différents nœuds d'action, nœuds d'activité, okay, qui sont des rectangles avec des coins ronds. Ça va être nos éléments de base qui vont être représentés dans notre diagramme d'activité. On a les nœuds initiales, les nœuds finales qui vont nous permettre de débuter, okay, en émettant un jeton, puis de finir tout notre diagramme en consumant un jeton. On a des nœuds de décision qui permettent de passer un jeton dans une des deux branches, ou le nœud de fusion qui permet de recevoir un jeton d'une des places puis de le transmettre. On a le nœud de parallélisation, le nœud de synchronisation qui sont implicites dans les diagrammes d'activité. On n'a même pas besoin de les mettre, ils sont là par défaut. On a le nœud final du flux qui est comme le nœud final de l'activité, mais que lui ne va pas arrêter tout le diagramme. Okay? Donc ça va juste terminer cette branche-là de notre exécution, puis le restant va pouvoir continuer normalement. Donc on a le principe d'arrête, hein, qui nous permet de dire qu'une fois que j'ai terminé cette activité-là, il y a un jeton qui va se promener sur cette arrête-là, puis qui va être transféré à la prochaine action. On a des sous-actions, ok? Donc, si je mets une petite broche à l'inverse, ça me permet de gérer ça à l'intérieur. J'ai les différentes partitions qui vont être disponibles pour mieux représenter les éléments à l'intérieur.
Puis après ça, j'ai les différents signaux qui sont disponibles. Donc, soit moi qui émets un signal, soit des événements qui peuvent être déclenchés à l'extérieur, ou sinon des événements temporels qui peuvent être automatiquement déclenchés à un certain moment. Puis finalement, on a les différentes activités qui peut recevoir puis peut émettre des données qui viennent avec. Ou sinon, on avait le nœud d'objet qui permet d'avoir le même principe, mais plus lisible à l'intérieur. Puis on avait finalement les gestionnaires d'exception, puis les régions d'activité interruptibles, dans lesquelles on peut avoir une exception qui va arrêter l'exécution à l'intérieur. Et voilà. Fait que c'est officiel. Vous êtes maintenant des développeurs de systèmes. Je vous ai transféré toutes mes connaissances.